Le XXe siècle a connu de nombreuses mutations sociales, politiques et techniques, et notamment une expansion des techniques de reproduction et d'impression, mais aussi la popularisation de la photographie, qui a mené à un pullulement d'images dans la vie quotidienne. Ces images n'ont pas tardé à s'immiscer dans le monde artistique et littéraire et ont été exploitées notamment par les mouvements d'avant-garde, qui les ont beaucoup utilisées dans leur création expérimentale. Dans le cadre de mes recherches, je m'intéresse tout particulièrement aux façons dont les écrivains d'avant-garde, dans les sphères francophones entre les années 20 et les années 80, ont manié des images concrètes avant et après qu'elles n'intègrent l'œuvre. Qu'est-ce que ça veut dire, manier des images concrètes? Ça veut dire qu'elles pouvaient être stockées, ces images collectionnées, affichées, échangées, découpées et bien d'autres usages encore. Souvent, il s'agit de ce qu'on appelle des images de peu, des images qui n'ont pas de valeur monétaire, qui sont reproductibles. Mais parfois, il peut aussi être question d'images plus précieuses, uniques, telles des peintures par exemple. Un des versants de mes recherches consiste à fouiller dans les archives visuelles d'écrivains pour voir quel type d'images s'y trouvait. De nombreux écrivains possédaient des banques d'images dans lesquelles ils puisaient pour alimenter leur création. On pouvait y trouver des images de nature très diverses, par exemple des coupures de journaux, ou des publicités, des cartes postales, des photos trouvées quelque part, vraiment des images de toutes sortes. Ces images sont souvent oubliées parce qu'on ne sait pas exactement quel est leur statut. Est-ce que ce sont des objets de collection, des objets d'archives, des documents, des œuvres? L'intérêt de ces images, dans mes recherches, réside dans le fait qu'elles se trouvent entre le document et l'œuvre. Prenons l'exemple de la carte postale, beaucoup utilisée par les surréalistes. L'écrivain belge Marcel Marienne, par exemple, aimait beaucoup dessiner ou coller des images pornographiques sur des cartes postales à teneur religieuse, ce qui était pour lui une façon de critiquer l'institution religieuse. Un autre écrivain belge, Paul Nouget, aimait par exemple dessiner sur des cartes, prenons une image d'une petite fille aux airs angéliques dont il noircissait les yeux pour lui donner un aspect extrêmement déroutant. Ce qui est frappant dans ces exemples, c'est que la carte postale est habituellement associée au plaisir, à la fête, aux vacances. Ces exemples montrent comment une simple manipulation d'images peut créer un fait surréaliste, puisqu'elle emprunte un objet ordinaire d'une inquiétante étrangeté, terme de Sigmund Freud que les surréalistes ont beaucoup utilisé au cœur de leur création. La carte postale est une image, mais elle est aussi un support de communication. Elle se trouvait donc au cœur de sociabilité littéraire et permettait des échanges entre les membres du mouvement surréaliste qui, on sait, repose en grande partie sur la collectivité. Il y a donc ici un brouillage de frontières entre les pratiques littéraires et artistiques d'un côté et la vie quotidienne de l'autre. Et c'est justement la matérialité de l'image qui permet de transgresser cette frontière. Ces images ne bénéficient pas d'un statut d'œuvre puisqu'elles n'ont jamais été publiées ni exposées. Pourtant, elles présentent un matériau très propice à la création collective surréaliste. Elles fournissaient aussi un terrain d'expérimentation poétique et théorique. Par exemple, certains auteurs écrivaient des textes théoriques ou justement poétiques au dos d'une carte postale, parfois inspirés par l'image au recto, et puis l'échangeaient avec d'autres membres du mouvement. Pour reprendre les mots de Paul Éluard, c'est alors une vraie physique de la poésie qui se joue entre les mains des écrivains manipulateurs d'images, dans les coulisses de l'œuvre qui sont dévoilées par les archives.